Christelle va rester avec moi car vous avez peut-être entendu aussi comme ça des mots qui ont été égrenés, service, réflexion stratégique sur des évolutions au sein même de l'approche qu'on peut avoir de la gestion de son officine. J'ai entendu digitalisation aussi. Eh bien, nous allons, maintenant, Christelle, Mathieu Van den Rich et moi, évoquer les propositions que renferme le livre blanc. C'est pour ça que j'invite Mathieu à nous rejoindre. Alors, pour les 2 ou 3 personnes qui ne connaîtraient pas Mathieu, il est journaliste et consultant pour le Moniteur des pharmacies. Alors, comment ça s'est passé pour aboutir à la vingtaine de propositions c'est pas la vingtaine d'ailleurs, il y en a 20, soyons précis. Après, surtout une étude d'impact économique, il faut mieux l'être. 20 propositions pour dynamiser le maillage pharmaceutique. Alors, ces propositions, elles ont essentiellement pris forme au cours de 4 ateliers que nous avons menés en amont, des ateliers de co-construction. Je vais prendre ma respiration parce que tout au long de ces ateliers, pharmaciens, étudiants, préparateurs et autres professionnels de santé, représentants syndicaux, groupements, qu'est-ce qui j'oublie, industriels évidemment, financeurs et payeurs publics et privés, économistes de la santé, facilitateurs de l'installation. Les voici, ils apparaissent. Acteurs du domicile, j'en oublie certainement, ont réfléchi autour de l'égal accès aux soins dans les territoires. C'est comme ça que 20 propositions ont émergé, 20 propositions comme autant d'appels à l'action. Alors, les 4 groupes de travail, vous les voyez s'afficher sous vos yeux. 4 groupes de travail pour 4 thématiques, action publique et outils de régulation du maillage pharmaceutique. Évidemment, un atelier, un groupe de travail sur l'économie officinale. Vous imaginez bien que c'était assez évident que c'était une question structurante. On a aussi réfléchi tous ensemble aux enjeux sociaux, sociétaux et interprofessionnels. Et puis, évidemment, on s'est penché très fortement sur la dimension du pharmacien en tant que professionnel de santé. Et donc, comme cela vient d'être évoqué, on a abordé la notion de recours de soins et de services rendus à la population. Voilà. Nous allons vous présenter plus en détail, Mathieu, Christelle et moi, une dizaine de ces propositions, une grosse dizaine. Les autres, vous les découvrirez dans le livre blanc qui vous sera remis tout à l'heure. Alors, 20 propositions et une vision stratégique, une organisation en 6 grands axes qui sont les suivants. Si ça veut bien avancer, voilà. Élargir les capacités d'intervention du pharmacien d'officine, adapter l'exercice officinal aux contraintes du territoire, assurer la pérennité économique de l'officine en zone de sous-densité, faciliter la pratique officinale au quotidien, développer les possibilités de l'interprofessionnalité, on en est à 5, et le 6e, faire valoir la profession pharmaceutique. Christelle, cela va être à toi d'ouvrir la présentation. Donc sur le premier axe, qui est celui d'élargir les capacités d'intervention. Alors, pardon, je mets mes fiches. Hop. Donc, merci Laurent. Sur l'axe élargir les capacités d'intervention du pharmacien, on a identifié 5 leviers qui sont faire des missions officinales un levier mesurable de santé publique, inscrire de nouveaux actes cliniques dans la pratique officinale, redéployer la mission du pharmacien correspondant. La 4e, confier au pharmacien d'officine un rôle pivot dans le parcours de soins du patient en perte d'autonomie. Et la 5e, acculturer les futurs pharmaciens aux mécanismes de fonctionnement des systèmes de santé. Moi, je vais vous parler aujourd'hui plus particulièrement des 2 premières. Donc, faire des missions officinales un levier mesurable de santé publique. Et la seconde, l'inscription de nouveaux actes cliniques dans la pratique officinale.
L'axe stratégique est pleinement d'actualité. Élargir les capacités d'intervention du pharmacien d'officine a été spécifiquement traité par nos groupes de travail. Pourquoi ? En fait, parce qu'il s'agit tout simplement de consolider la place du pharmacien comme maillon clé dans le parcours de soins. Aujourd'hui déjà, le pharmacien contribue à l'amélioration de l'observance. Il détecte en amont les risques d'iatrogénie, il corrige rapidement les erreurs de prescription. Sur le plan de la santé publique, son rôle est un levier de qualité et de sécurité. Et sur le plan économique, il permet de réduire les actes redondants et de limiter les hospitalisations évitables. Et je ne parle même pas des économies générées par la substitution systématique. Les génériques et bientôt les biosimilaires permettent à eux seuls d'économiser chaque année plusieurs centaines de millions d'euros à l'assurance maladie. C'est un levier budgétaire déjà activé, déjà efficace. Ne pas reconnaître suffisamment cette fonction, ne pas la valoriser, c'est se priver d'un outil de régulation puissant, fiable et déjà opérationnel. L'ensemble de nos groupes de travail ont donc porté une conviction simple, faire des missions officinales un levier mesurable de santé publique. Voilà, le champ d'action des pharmaciens s'élargit déjà, refus de délivrance, accompagnement à la déprescription, intervention pharmaceutique. Ces actes restent encore trop peu visibles, pourtant ils sont essentiels pour prévenir les dérives de l'automédication, l'antibiorésistance ou encore la mauvaise observance thérapeutique. C'est pourquoi nous devons les intégrer pleinement aux indicateurs de santé, leur donner de la visibilité et surtout les valoriser. Pour y parvenir, nous proposons un outil, la création d'une nomenclature d'impact pharmaceutique, la NIP. Elle serait intégrée au logiciel métier. Elle permettrait de tracer, qualifier et valoriser les interventions des pharmaciens sur des volets clés tels que l'observance, la prévention des hospitalisations, la continuité des soins, notamment en cas de rupture. Cette nomenclature pourrait aussi servir de base à la création d'un honoraire dédié aux interventions pharmaceutiques, les IP. Les données recueillies via Actip ou la NIP deviendraient alors une assise économique et clinique incontestable. Et cette proposition s'inscrit dans un mouvement plus large. Elle rejoint les recommandations de la Cour des comptes en mai 2025, qui appelle à une rémunération fondée non plus sur le volume de boîtes, mais sur les services réellement rendus aux patients. Cela entre en résonance directe avec une autre priorité de notre livre blanc, faire évoluer les modes de rémunération des pharmaciens, car aujourd'hui encore, leur rémunération reste largement adossée à la marge commerciale sur le médicament, alors même que leur rôle clinique s'étend, se structure, se professionnalise. Décorréler la rémunération des volumes fait donc plus que jamais sens. Pourquoi ? Parce que c'est garantir la pérennité de notre modèle de santé, c'est aussi réduire l'empreinte carbone de l'officine et c'est surtout redonner aux pharmaciens une blouse à la hauteur de ses compétences. Parallèlement, nous avons travaillé sur une autre proposition essentielle, l'inscription de nouveaux actes cliniques dans la pratique officinale. C'est d'ailleurs tout l'esprit de la récente loi Mouillet qui ouvre la voie à la réalisation d'actes de soins par les pharmaciens dans le cadre de protocoles de coopération, y compris hors zone fragile. Jusqu'ici, ces protocoles étaient réservés aux zones sous-dotées. Le texte prévoit désormais que les pharmaciens puissent évaluer et prendre en charge certaines pathologies bénignes selon des protocoles validés par la Haute Autorité de Santé. Je pense par exemple aux infections cutanées ou aux rhinites allergiques. L'objectif est clair, permettre à chaque patient d'accéder à un professionnel compétent au moment opportun, avec si nécessaire une orientation vers le médecin généraliste ou les urgences. Pour accompagner cette montée en compétences, plusieurs leviers ont été identifiés. Former les pharmaciens à certains gestes cliniques, prise de tension, otoscopie, repérage des signes dermatologiques, proposer un programme de formation structuré animé par des médecins spécialistes et des pharmaciens hospitaliers.
Ces propositions sont cohérentes, réalistes, attendues. Elles répondent à une double exigence, celle de mieux soigner et surtout celle de mieux reconnaître ceux qui soignent. Je vous remercie et je laisse la parole à Mathieu. Bonjour, donc moi je vais vous présenter le deuxième axe. Vous vous rappelez qu'il y en a 6 dans ce livre blanc. Le deuxième axe qui s'est dégagé lors de ces groupes de travail est d'adapter l'exercice officinal aux contraintes territoriales. Alors tout d'abord, nous avons eu la proposition... Nous avons eu différentes propositions qui étaient donc de faciliter le recours aux antennes de pharmacie, d'autoriser la mise en place de pharmacies itinérantes dans les territoires reculés, conforter le pharmacien comme acteur de l'aménagement du territoire et proposer une mutualisation des ressources humaines et des équipements. Vous voyez que parmi les idées qui ont été avancées, il y a des choses qui existent déjà en fait, et c'est le cas notamment des antennes de pharmacie. Il y a eu beaucoup d'effervescence dans les groupes de travail sur ce sujet des antennes de pharmacie. Il s'agirait de les développer encore plus. Les antennes de pharmacie, vous savez qu'elles sont actuellement en cours d'expérimentation, une expérimentation qui doit durer 3 ans. Elles entrent dans le cadre justement de ces expérimentations instituées par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Et vous le savez aussi, l'objectif c'est d'élargir les possibilités d'accès de la population aux produits de santé. Je passe peut-être un peu plus sur... Voilà. Donc, vous savez aussi que ces antennes de pharmacie, elles vont donc s'ouvrir toutes. Elles seront 12 au total d'ici début 2026 et se répartiront dans 6 régions: Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val de Loire, la Corse, Provence, Alpes, Côte d'Azur et Occitanie. Vous savez aussi qu'il y a une antenne qui a ouvert il y a 1 an maintenant à Cozzano en Corse. Début juin, une deuxième antenne a ouvert, pour le coup c'était à Coupiac, enfin c'est à Coupiac dans l'Aveyron. Et puis une troisième actuellement dans le Cher. Alors vous savez qu'à chaque fois aussi le modèle est différent en fait. Le modèle qui est expérimenté est différent. La position géographique n'est pas tout à fait la même. L'amplitude d'ouverture, la profondeur de stock disponible également. Donc en fait voilà, il y a une variété dans ces expérimentations. Avant même la conclusion des expérimentations, les participants au groupe de travail, dont certains sont dans la salle aujourd'hui, ont voulu tout de suite aller plus loin en fait. Et l'idée c'était d'alléger en fait les dispositions réglementaires qui encadrent l'implantation des antennes de pharmacie. Il y a une certaine impatience sur cette thématique. Sur le plan juridique et fiscal, l'antenne serait une filiale de la pharmacie principale. Alors, pour aller plus loin encore, en fait, il a été proposé d'envisager la supervision à distance d'une antenne de pharmacie par un pharmacien. Et à ce moment-là, donc, ce serait un préparateur en fait qui serait en place dans l'antenne. Ça sous-entend évidemment un élargissement des prérogatives des préparateurs en pharmacie. Voilà, je vous livre les choses telles qu'elles ont été apportées dans les groupes de travail. Il n'y a pas eu de censure. En fait, on a repris les éléments tels qu'ils avaient été proposés. Donc, un préparateur est positionné dans l'antenne. Il serait donc placé sous la supervision du pharmacien référent qui est basé dans l'officine principale. Et puis, ils entretiennent tout au long de la période d'ouverture de l'antenne des échanges permanents dans le cadre d'un télésoin qui est réalisé avec des outils digitaux, sécurisés, interactifs et qui permettent d'établir un contact direct avec le patient à distance. C'est-à-dire que le préparateur est dans l'antenne et il est en contact avec le patient et tout ça se fait en lien avec le pharmacien à distance. Dans la même logique, le livre blanc propose d'autoriser la mise en place de pharmacies itinérantes dans les territoires reculés. Ceci au moyen d'un véhicule motorisé, un véhicule équipé bien sûr, un véhicule sécurisé, spécifiquement pour cette mission. On vous laissera réagir sur ces propositions à la fin de la présentation. Alors, la deuxième proposition, c'est de conforter le pharmacien, toujours dans cette thématique en fait d'adapter l'exercice officinal aux contraintes du territoire, c'est de conforter le pharmacien comme acteur de l'aménagement du territoire. On s'est rendu compte, c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup d'étanchéité entre les professionnels de terrain, comme on dit, et puis aussi les collectivités, en tout cas tout ce qui relève en fait d'administration en région, au niveau départemental. Et l'idée, c'était vraiment, en fait, on va dire, d'abolir en fait ces frontières. Les professionnels et les structures administratives locales devraient améliorer leur partage d'informations. À titre d'illustration, un élu rural nous a confié par exemple
lui, il aimerait mieux connaître ce qui se fait par la CPTS de son territoire. En fait, il n'a pas vraiment idée de ce qui s'y passe, les projets. Enfin voilà, il aimerait bien avoir un regard sur ce qui se fait. Et à contrario, eh bien, c'est vrai, on a aussi l'exemple d'une pharmacie qui a été appelée à fermer dans une petite commune rurale, qui a cherché un repreneur pendant plusieurs années et en fait, qui a été reprise in extremis par une pharmacienne qui était en vacances dans sa résidence secondaire et qui a pris cette information complètement par hasard, en fait, donc de la possibilité de reprendre une officine dans ce territoire, qui était donc une pharmacie à vendre depuis plusieurs années. Le médecin était parti depuis une quinzaine d'années, si je me souviens bien. Et c'est en discutant avec une employée numérique qu'elle a eu cette information. Enfin voilà, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire quand même pour améliorer cette diffusion d'informations. Et puis par ailleurs, en appui de leviers régionaux, en fait, une bourse nationale des territoires en tension viserait à inciter les jeunes professionnels à exercer en zone prioritaire. C'est une autre proposition qui est dans ce chapitre. Dernière proposition de cet axe, qui consisterait donc à adapter l'exercice officinal aux contraintes du territoire, c'est le fait de proposer une mutualisation des ressources humaines et des équipements, donc en mettant en place un réseau souple, modulable et interconnecté qui serait capable d'opérer une répartition optimisée du personnel officinal, d'améliorer l'exploitation des compétences humaines et aussi, on va dire, aussi donc du matériel, des moyens matériels. Un pharmacien adjoint ou un responsable administratif pourrait ainsi occuper un emploi partagé entre plusieurs officines. Ça aussi, ça se fait déjà en fait, mais il faudrait encore le développer davantage selon les participants au groupe de travail, afin d'ajuster les effectifs en fonction des besoins réels. C'est la garantie d'une prise en charge fluide et efficace des patients, tout en améliorant les conditions de travail des équipes. Alors là, nous avons l'exemple actuel de 3 officines iséroises, donc un exemple qui m'a été donné récemment, 3 officines iséroises d'un même groupement qui partagent une responsable des achats. Eh bien, son emploi du temps, il est fixé, puisqu'elle est, elle est dédiée à plusieurs officines. Donc, elle peut prendre des rendez-vous avec les fournisseurs selon les pharmacies. Et puis, à la fin du mois, eh bien, cette acheteuse, elle facture sa prestation aux pharmacies de manière indépendante. Et puis, tout le monde a en tête aussi les groupements d'employeurs. Certains groupements ont lancé des groupements d'employeurs qui sont des associations. Loi 1901, un but non lucratif, pour lesquels des pharmaciens et des préparateurs sont salariés. Leur emploi du temps, il est réparti mois par mois entre plusieurs officines, et puis les pharmaciens titulaires donc, cotisent en fait à ces groupements d'employeurs. Et puis, alors, selon le même principe aussi, bien sûr, il faudrait pouvoir mutualiser les équipements en officine. On pense en particulier à ce matériel robotisé de préparation des deux administrés qui ne peut pas être mutualisé à ce jour. Pour aller beaucoup plus loin encore, eh bien, il y a l'idée qui a surgi de hubs officinaux intercommunaux qui pourraient être créés, qui intégreraient une logistique régionale, des fonctions support, de la télépharmacie, des plateformes de coordination plus larges en fait avec les acteurs du domicile, par exemple comme l'hospitalisation à domicile ou les services de soins infirmiers à domicile, les SIAD. Donc ce sont des idées qui sont dans ce livre blanc. Voilà, à toi Laurent. Écoute, en fait, tous les exemples là que tu as évoqués, c'est une vraie richesse, je trouve. Ça prouve déjà qu'il y a beaucoup d'initiatives en place. Et moi, je me dis comme ça, en écoutant ces anecdotes et en ayant écouté aussi ce qui se passait dans les groupes de travail, que finalement, il y a un tout petit pas à faire parfois pour passer justement de cet exemple très personnel à si ce n'est une généralisation, au moins une assez forte reproductibilité. Je trouve ça plutôt très enrichissant, quoi, ces expériences de terrain. Alors, moi, il me revient donc de travailler, de vous présenter les travaux qui sont issus de l'axe « Assurer la pérennité économique en zone de sous-densité ». 3 propositions ont germé dans cette thématique. Faire évoluer les modes de rémunération des pharmaciens. Certains s'y emploient déjà largement, j'en vois dans la salle, qui font quand même un gros travail sur ce sujet. Favoriser l'installation avec l'appui de fonds financiers. Et puis, une dernière proposition qui est celle d'adapter l'offre de soins et les financements aux besoins populationnels. Et c'est plutôt sur cette proposition que je vais un petit peu détailler les propos qui ont
qui sont issus des groupes de travail et en fait dans quel esprit et dans quel but les conversations, les échanges se sont orientés. Cette adaptation de l'offre de soins aux besoins populationnels, c'est un sujet de débat en tant que tel, hein, évidemment, et évidemment, on a 3 tables rondes, il y aura forcément un moment ou un autre, et même plusieurs moments où on reviendra sur ce sujet. C'est aussi une expression, selon une expression employée par le président de la Poste, Philippe Wahl, une façon de questionner l'avenir de la proximité humaine. Et ce petit clin d'œil à la Poste, et il n'est pas anodin parce que ce qui a émergé aussi de ces ateliers, c'était un objectif fort qui était de garantir d'une façon ou d'une autre à tout citoyen l'accès à une pharmacie à moins de 15 minutes de son domicile. On peut évidemment discuter de ce que ça veut dire 15 minutes, est-ce que c'est à pied, est-ce que c'est en voiture, etc. Mais ça passe plus sérieusement par une définition précise à l'échelle d'un territoire donné des besoins sanitaires de la population, tant d'un point de vue curatif que préventif. Donc, terme et sujet qui a son importance. Je vous rappelle d'ailleurs que dans son rapport de mai 2025, c'est ça, sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes consacre un chapitre entier à l'officine, dans lequel elle propose de revoir le critère d'installation sur la population communale, c'est la Cour des comptes, hein, qu'elle juge obsolète pour adopter un indicateur basé sur le temps d'accès. Alors, parmi les leviers envisagés, alors j'ai peut-être été un tout petit peu vite, pardon. Excusez-moi. Donc, parmi les leviers envisagés, un contrat de confiance régional conclu avec un pharmacien qui choisit de s'installer dans une zone sous-dotée en officine, zone dans laquelle il y aurait donc un risque réel de rupture dans l'égalité d'accès aux soins des citoyens. Donc, à ce titre, on peut considérer que le pharmacien assure une mission de service public et qu'il peut bénéficier, ça justifie qu'il bénéficie en conséquence du versement d'une aide financière sur fonds publics garantie au cours, à minima, des premiers mois de son activité. Cette aide, elle est adossée à un indice de soutenabilité officinale qui serait piloté par l'assurance maladie et qui mesure la capacité de résilience économique. On entend par là, enfin les groupes entendaient par là, la part des revenus déconnectés du prix des médicaments, une exposition, une sensibilité particulière aux baisses de prix, une implication dans des volumes de missions de santé publique réalisées et évidemment avec le besoin d'objectiver par une cartographie, justement pour reprendre le terme de besoin, une cartographie des besoins de la population. Des missions officinales spécifiques et ou des actions ciblées et précises en lien avec des missions généralisées sont donc mises en place. Donc, on tient compte de l'offre existante, mais on tient aussi compte de besoins particuliers. Il s'agit donc là, en tout cas, on l'a clairement évoqué comme ça et interprété comme ça, je regarde Mathieu, de territorialiser certaines missions et plus encore d'adapter du coup la rémunération en regard d'un contrat local de santé, santé officinale, fixant contrat local de santé officinale, fixant des objectifs chiffrés tels un bonus de santé publique. Le rôle de ces officines dans les zones déficitaires, ce rôle en matière d'implication dans la santé publique et la prévention, en fait, il y a une demande qui soit identifiée et valorisée à travers la création, par exemple, d'un label. Et ce label, voilà, au cours de la réflexion, on lui a trouvé un nom. C'était le label d'officine pivot. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette proposition particulière et je crois que je repasse la parole à Christelle, c'est bien ça ? Ça va les fiches.
Donc, autre axe particulièrement important, on a identifié 3 leviers qui sont réduire le temps pharmaceutique consacré aux tâches administratives et réglementaires, former les futurs pharmaciens titulaires à l'entrepreneuriat, intégrer l'intelligence artificielle dans la pratique officinale. Et moi, je vais particulièrement aborder les 2 derniers leviers, donc former les futurs pharmaciens titulaires à l'entrepreneuriat et intégrer l'intelligence artificielle dans la pratique officinale. En fait, aujourd'hui, il faut regarder 2 réalités en face. La première, c'est que trop de jeunes pharmaciens sortent de la fac sans être réellement préparés à piloter une officine. La deuxième, c'est qu'on dispose aujourd'hui d'outils technologiques puissants, notamment l'intelligence artificielle, mais encore très peu intégrés dans la pratique quotidienne. Bien sûr, le niveau scientifique des études pharmaceutiques n'est pas en cause, mais sur l'économie, le management, la gestion d'équipe, la stratégie, on laisse encore trop souvent les futurs titulaires dans le flou. Et le résultat, on le connaît, certains hésitent à s'installer, d'autres se lancent sans préparation solide avec tout le risque que cela comporte. Il ne s'agit pas non plus de déconnecter les futurs pharmaciens du soin, mais bien de leur permettre d'être à la fois professionnels de santé et entrepreneurs éclairés. Et c'est justement... pardon, excusez-moi, pardon. Manquait une fiche, justement avec les leviers. Pour former en fait les futurs pharmaciens à l'entrepreneuriat, on a identifié, nos groupes de travail ont identifié plusieurs leviers. Alors des partenariats avec des écoles de commerce, un double diplôme santé-management et surtout une expérience de terrain obligatoire avant l'installation. Pas seulement en officine, aussi dans l'industrie du médicament, la répartition pharmaceutique ou les structures territoriales de santé. L'objectif n'étant pas de remplacer les stages existants, mais d'enrichir l'expérience et d'intégrer une acculturation claire à la stratégie de santé. Donc en fait, effectivement, il ne s'agit pas de déconnecter les futurs pharmaciens du soin, mais bien de leur permettre d'être à la fois professionnels de santé et entrepreneurs éclairés grâce à ces différents leviers. Et c'est justement cette nouvelle génération de pharmaciens formés au pilotage, à la stratégie, à la gestion qui saura aussi s'emparer des nouveaux outils. L'intelligence artificielle ne transformera pas l'officine toute seule, elle le fera entre les mains de celles et de ceux qui sauront l'utiliser intelligemment, en faire un levier de soins, de sécurité, de pertinence par un gadget. Et cette dynamique-là, on la voit déjà émerger chez les jeunes pharmaciens. Alors concrètement, comment intégrer l'IA à l'officine avec des assistants IA au comptoir pour fluidifier l'accueil, préqualifier les demandes simples, orienter les patients, y compris non francophones, avec des outils de planification prédictive pour ajuster en temps réel les stocks, les rendez-vous, les ressources humaines en fonction des flux, avec des modules d'IA générative capables de proposer un conseil personnalisé en fonction du profil du patient, de ses antécédents, de ses traitements, notamment en compléments alimentaires ou en dispositifs médicaux. Et ce PharmaGPT, on ne le fantasme pas, on peut le construire ici et maintenant au service des missions, de la qualité du conseil, de la sécurité des soins. Former mieux, donc, équiper mieux, ce sont 2 conditions indispensables pour que l'officine de demain reste un lieu de santé compétent, innovant et économiquement solide. Et pour que les pharmaciens de demain aient toutes les clés en main aussi pour tenir la barre. Alors, sur l'avant-dernier axe du livre blanc qui est donc de développer les possibilités de l'interprofessionnalité. Donc il y avait quatre
4 éléments qui sont ressortis des groupes de travail, qui seraient d'abord donc de favoriser la coopération territoriale entre pharmaciens eux-mêmes, ouvrir la possibilité d'intervention de professionnels de santé dans les officines, faciliter le rapprochement et le travail commun entre professionnels de santé, et puis accélérer la mise à disposition d'un unique outil de coordination des soins intuitif et interopérable. Sur le sujet de la coopération territoriale entre pharmaciens, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'on pourrait commencer en fait par s'entendre entre pharmaciens, entre professionnels d'une même corporation. Sur un même territoire, c'est vrai que de par leur structure et leur mode d'exploitation, les officines restent souvent trop cloisonnées les unes par rapport aux autres. Une mutualisation des outils, des savoirs, des ressources et des expertises serait mise en œuvre entre pharmaciens pour renforcer l'offre de soins. Des coopérations locales pourraient se mettre en place entre officines. Dans quel but? C'est justement celui de coordonner des services et d'adapter au mieux l'offre pharmaceutique aux besoins des bassins de vie. À ce moment-là, bien sûr, il faudrait que le cadre législatif et fiscal soit revu, soit modifié pour que plusieurs pharmacies mutualisent leurs moyens et répondent à un projet de santé territorialisé. Ce modèle serait construit en coordination avec les autres professionnels de santé. Alors, là aussi, il y a des exemples en fait de ce qui existe déjà en fait. Alors, nous avons aussi cette remontée d'une commune, d'un exemple d'une commune de 8000 habitants dans le Jura où 5 pharmacies se sont mises d'accord pour que chacune n'ouvre que 35 heures par semaine. En fait, ça répond à une problématique de recherche incessante de personnel officinal et d'équilibre dans le temps de travail. On a aussi en tête, c'est vrai qu'il y a un outil qui est quand même extraordinaire, c'est l'outil Vigirupture. En fait, cette plateforme connectée, vous savez, qui permet à un pharmacien de localiser en temps réel les stocks de médicaments qui sont disponibles chez ses confrères à proximité. L'outil se synchronise automatiquement avec le logiciel de gestion de l'officine et on pense qu'on pourrait élargir en fait les fonctionnalités d'un tel outil cette solution numérique qui permet une coordination entre officines dans un même périmètre. Par ailleurs, le livre blanc propose de faciliter le rapprochement et le travail commun entre professionnels de santé. Donc ça, ça existe aussi déjà, bien sûr, en fait, cette envie commune et aussi ces capacités de se coordonner en fait sur un territoire. Les professionnels seraient alors incités à mieux se connaître et à travailler ensemble. C'était ce qui a été ressorti des groupes de travail, cet appel à un travail collectif mieux structuré, on va dire. Donc les professionnels construisent ensemble une offre de soins sur un périmètre géographique limité, sans que ni la constitution d'un projet de santé, ni l'implication obligatoire d'un médecin de référence ne soit un prérequis à ce fonctionnement. Alors, au moment où on en parlait, en fait, au mois de mars, dans les groupes de travail, en fait, a été lancé aussi le modèle des équipes de soins coordonnées avec le patient, vous savez, les ESCAP. Donc, c'est un modèle expérimental qui a été lancé au mois de mars. C'est un nouveau dispositif qui est flexible et qui facilite les échanges entre professionnels de santé pour optimiser le suivi de patients ciblés, de patients qui sont complexes. Ce sont des patients âgés, patients diabétiques sous insuline, et puis aussi des patients qui sont en situation de soins palliatifs. Donc, aucune structure formelle n'est créée, aucun cadre administratif complexe n'est imposé aux professionnels de santé. On voit qu'on veut aller vers une simplification, en fait, quelque chose qui soit ergonomique, simple, adapté, on va dire, aux situations. Par ailleurs, il pourrait être possible à d'autres professionnels de santé d'exercer une activité au sein d'une pharmacie d'officine, comme une infirmière ou un masseur-kinésithérapeute. Il faudrait bien sûr pour ça lever les problématiques de compérage entre officines, entre professionnels. Voilà, ça c'était le deuxième point. Et il faut, voilà, pour finir avec cette question des coordinations, des coopérations professionnelles, on sait qu'on a connu de telles initiatives qui ont inclus en particulier des diététiciennes. Donc là aussi, on ne part pas de rien. Il y a des choses qui se sont faites. Enfin, dernière proposition, ce serait celle d'accélérer la mise à disposition d'un outil de coordination intuitif et interopérable. Alors, une étude récente a montré que les pharmaciens d'officine sont très en attente vis-à-vis de leur logiciel métier. Selon eux, il est parfois trop complexe, pas toujours adapté. En tout cas, ils voudraient se l'approprier davantage. Voilà pourquoi il deviendrait également indispensable d'accélérer le déploiement d'un outil numérique de communication et de coordination des soins qui soit à la fois simple, intuitif et ergonomique. Alors, vous allez me dire, il existe aujourd'hui le DMP, l'espace numérique de santé.
ce qui était dit dans les groupes de travail, c'est qu'en fait, il faudrait que les professionnels en fait, co-construisent cet outil. En fait, il y a encore trop en fait, de problématiques d'interopérabilité. Bien sûr, donc l'ENS, il se déploie progressivement, il se déploie bien. Il permet des échanges d'informations entre les professionnels, mais il y a des incompatibilités qui persistent et ça, c'est vrai que ça pose encore problème. Encore une fois, on a envie de simplification, on a envie d'outils qui soient pratiques et utilisables facilement. En gros, les outils qui existent pourraient fusionner en un seul pour s'affranchir de toutes ces problématiques dont on a parlé. L'outil unique donc serait co-construit par les professionnels. L'État, l'assurance maladie, les agences nationales du numérique en santé se regrouperaient pour mettre en œuvre cet outil quand même. Il faudrait un accompagnement, bien sûr. Mais cet outil serait ouvert plus largement, en fait, donc aussi aux prestataires de santé au domicile, qui sont des acteurs de santé. Il faudrait donc une grille d'habilitation pour permettre l'utilisation de cet outil. Voilà, je laisse la parole à Laurent pour le dernier axe. Merci. Oui, c'est à moi que revient la chance de présenter la proposition la plus glamour, forcément, donc qui consiste à faire valoir la profession pharmaceutique, en plus des campagnes d'attractivité qui sont mises en place par l'ordre, par les syndicats, pour faire connaître les métiers de la pharmacie, et ce, dès la 3e. Une idée a émergé d'un groupe de travail qui était un peu joyeux, voilà, sur le métier de pharmacien, joyeux mais sérieux, l'idée d'une série télévisée sur le métier de pharmacien, d'une série télévisée ou d'un film d'ailleurs, une sorte de regard de ma vie pour mettre en lumière le quotidien des officinaux, leur place centrale en fait dans le parcours de soins et puis leurs interactions avec les autres professionnels de santé libéraux. Alors, je crois que les acteurs pressentis, si je me souviens bien, étaient plutôt voilà, vraiment le haut du panier de jeunes acteurs comme François Civil ou Adèle Exarchopoulos. Alors, je ne sais pas si cette proposition verra le jour, mais effectivement, ça mérite vos applaudissements. En tout cas, un petit peu de légèreté, ça ne fait pas de mal. Et puis moi, j'aime beaucoup le cinéma français. Alors, et comme j'ai quelques années devant moi, et même derrière, j'ai repensé à un film de Robert Enrico qui est sorti il y a 50 ans, en fait, et que vous connaissez tous, et qui s'appelle Le Vieux Fusil. Et je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais au départ, le personnage principal, qui est un chirurgien qui s'appelle Julien Dandieu et qui est incarné par Philippe Noiret, il devait être pharmacien dans le premier scénario, et le rôle avait été proposé à Lino Ventura. Et Lino Ventura avait dit non. En fait, je n'ai pas envie d'incarner un pharmacien, je ne sens pas le truc, je ne vois pas comment un personnage comme ça, fou de courage dans sa douleur, puisse être pharmacien. C'est étonnant quand même. Et en fait, il était dans une notion certainement il fallait un sauveur de vie pour venger celle qu'on lui avait pris. Et donc du coup, on s'est dit, bah ouais, ça fait vraiment sens. Il faut d'abord... Moi, je fais partie des gens qui ont rêvé d'être pharmacien, et ça, c'est une chose, mais il faut aussi faire rêver quand on l'est pharmacien, et ça, c'en est une autre. Alors, moi, je ne sais pas si les pharmaciens font rêver leurs patients, je suis sûr que pour certains, oui, mais ces derniers, en tout cas, ils tiennent à eux, et c'est un écran blanc. Bah, c'est l'écran blanc du ciné en même temps, hein. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a mené un sondage qu'on a adressé via le compte Facebook de notre revue grand public qui s'appelle Bien-être et santé. Bien-être et santé, vous savez que c'est une revue qui est distribuée dans les pharmacies et qui est remise aux patients par le pharmacien et les équipes officinales. Alors, ça va être plus compliqué si j'ai pas si vous voyez pas ce qui se passe. Vous êtes obligé de me croire sur parole. Mais on a posé une question qui était: trouveriez-vous cela utile de pouvoir acheter vos médicaments au supermarché? Et la réponse a été non à 72%.
Il y a eu des oui, bien sûr, parce que le reste, c'est des oui. Mais en fait, il y a eu quelques réactions. Il y a eu beaucoup de réactions. On en avait sélectionné quelques-unes. Et ces réactions, c'était en gros non, chacun son métier. Les médicaments, c'est en pharmacie. Une autre réaction qui disait, et qui fait sens, alors celle-ci, chacun son métier, les médicaments, c'est en pharmacie. Ok, c'est vrai que c'est souvent un argument qui est employé. Mais l'un a dit non, car cela fera fermer des pharmacies. Et moi, mon pharmacien, il est là pour me donner des conseils et je suis contre la vente en supermarché. Et puis les oui, ce qui était aussi intéressant dans les oui, donc de cette cible, donc de ce lectorat qui est très grand public, hein. C'est une pharmacie dans la galerie marchande du supermarché. Chez nous, ça existe, donc ouais, je trouve ça plutôt pas mal. Je fais les courses et je peux aller à la pharmacie en même temps. C'est une super recette. Donc ça nous a aussi amusé parce qu'on s'est dit ah oui d'accord, mais en fait les territoires sont quand même bien marqués au sein d'un seul et même espace qui s'appelle cette galerie marchande. Et même chose, autre réaction, c'était pas la même personne. Si c'est dans la partie pharmacie des supermarchés et tenue par des pharmaciens, pourquoi pas. Voilà ce que je voulais vous dire. En fait, on a beaucoup parlé. Peut-être trop, hein, faut pas hésiter à nous le dire. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous on aimerait maintenant, c'est vous écouter. Alors, soit parce que vous avez des questions à poser, des questions sur l'aspect économique qu'on a évoqué, auquel cas Antoine, Flore et Emmanuel répondent présents, ou bien simplement vous pour manifester en fait la façon dont vous recevez ces propositions, ce que ça évoque. Peut-être aussi des idées qui vous viennent. C'est très ouvert, il n'y a rien de prémédité. Et si effectivement il n'y avait pas de questions, on fera la pause. Mais en tout cas, nous, on a très envie de vous écouter. Et je vois que quelqu'un qui ne va pas manquer de se présenter. Bonjour, Mathieu Saulnier. Donc j'ai participé un petit peu au sujet et je voulais revenir sur l'item pharmacien aménagement du territoire. Aujourd'hui, on a une économie qui est subventionnée, on a des prix qui sont définis. Je crois que c'est important, si on a des élus, d'essayer de nous accompagner sur l'accès au foncier, au terrain, à des prix subventionnés aussi, puisqu'on ne peut pas financer avec une économie subventionnée des prix d'une autre économie. Merci. Quelqu'un souhaite réagir? Je vois une main qui se lève. Bonjour, je suis pharmacien d'officine en campagne, au milieu de l'Eure-et-Loire. Et en fait, j'ai une question par rapport à la subvention. Enfin, j'ai beaucoup de questions sur beaucoup de choses, mais dans l'idée, par rapport à la subvention d'un jeune qui voudrait s'installer en campagne, qui était une de vos propositions, en fait, de faire ça d'une façon un peu une sorte de rémunération en fonction de ce qu'il doit faire ou ce qu'il va s'engager à faire. En fait, il faut bien se dire que les médecins ont déjà ce genre de choses qui existent depuis des années. Vous pouvez aller sur le site de la Sécu, vous tapez subvention zone rurale, et au final, vous trouverez qu'ils les ont, mais ils ne les utilisent pas. Enfin, ils les utilisent mais ça n'augmente pas l'attractivité du territoire pour autant. D'ailleurs, maintenant, ils demandent des subventions comme ça, alors qu'elles existent, écrites noir sur blanc. En campagne, en pharmacie, on achète une entreprise. Ça veut dire qu'on a accès à la ZRR. C'est les zones qui ont besoin d'une redensification industrielle, si on veut. Et il faut savoir qu'il y a eu une exonération d'impôt sur la société pendant 6 ans, jusqu'à 8 ans. On parle de sommes au-delà de 100 000 euros. Donc c'est déjà quelque chose, les jeunes ne sont peut-être pas au courant à l'installation, mais c'est quelque chose qui est déjà une énorme carotte. On n'a pas forcément besoin de plus, il faut plus communiquer sur ce genre de choses, rendre les petites pharmacies de campagne qui se perdent comme ça beaucoup plus attrayantes. Le problème de la profession, c'est qu'on regarde les pharmacies de moins d'1,1 million, et vous avez même dit 1,3 million tout à l'heure, comme des petites, des choses qui les transactionnaires ne vont même pas les proposer au final. On arrive sur des structures qui ne sont pas attirantes. Alors effectivement, on sera peut-être tout seul sur les premières années, mais en fait, sur une pharmacie qui doit fermer, on peut ouvrir que 35 heures. On peut prendre ses vacances comme on veut et se payer bien avec une ZRR derrière qui soulage. Donc l'aspect financier en campagne, il est très attrayant. Je ne trouve pas ça normal maintenant que des jeunes veuillent s'installer sur des structures surpayées
aidé par des boosters, aidé par des choses que même vous demandez, hein, qu'on puisse avoir accès à des capitaux pour s'installer plus facilement. Mais en fait, si on regarde le territoire, il y a des énormes opportunités en campagne qui valent maintenant 1 euro, 10 euros, ou 100 000 euros, même qui ne sont même pas vendus et qui finissent par fermer. Donc voilà, je voulais juste attirer ce fait pour dire que la campagne, c'est quelque chose au final qui est très attirant. Il n'y a pas forcément besoin de ça. Je pense qu'il faut juste faire la lumière sur ces choses-là. Écoutez, merci pour votre éclairage, parce qu'en plus, ça nous donne une belle idée de sujet. Donc, de faire une synthèse, effectivement, de toutes ces ressources existantes. En tout cas, voilà, c'est un point intéressant que vous venez d'évoquer. Merci. Bonjour, Geoffrey Blondel, gestion officinale chez SERP. Juste une petite précision sur les chiffres d'IQVIA. Présentait un chiffre moyen d'officine de 2 380 000 et une marge brute de 482 000. Si on fait le rapport, ça représente 20% de marge. Donc je pense qu'on doit parler plutôt de marge commerciale plutôt que de marge brute, je crois. Je laisse l'expert répondre là. Hein. Je vais prendre le droit de réponse. Je vous remercie pour votre question. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans la salle. Alors, c'est vrai que sur la marge, en fait, on préconise plutôt sur la partie du remboursable. Et tout ce qui est la partie para et vente libre est mise de côté. Alors, on a l'habitude de présenter ces chiffres-là et toutes nos excuses, on aurait pu le préciser parce que vous avez bien fait d'intervenir dessus. Mais voilà, c'était pour apporter la petite précision à votre question. Merci. Je vous remercie. Fin. On marque une pause. On marque une pause et on se retrouve en fait pour le premier débat, la première table ronde de la journée sur l'économie, alors qui prend un relief particulier en ce moment, sur la notion donc de modèle économique sur mesure ou pas. Merci en tout cas pour votre attention.